Salut à tous. Est-ce qu'il existe près de chez vous un de ces endroits dont tout le monde parle, mais que personne ne peut vraiment situer? Un lieu qui vit dans les récits plus que dans la réalité? La grotte qui ne figure sur aucune carte, mais que tout le monde connaît. C'est ainsi que nous l'appelions, nous les gosses du village de Val-d'Ombre. Pour les anciens, c'était la grotte murmurante, en nom qui suffisait à glacer le sang des plus téméraires d'entre nous. Elle n'était sur aucun cadastre, aucune carte de randonnée IGN, aucune archive municipale. Pourtant, si vous demandiez votre chemin au premier venu dans la rue principale, il vous indiquerait la direction générale d'un vague mouvement du menton. Par là-bas, après le vieux chêne foudroyé, il faut suivre le lit du ruisseau à sec. Mais n'y allez pas. Surtout pas la nuit. Ce conseil était toujours prononcé avec un sérieux papal, un avertissement qui transcendait la simple prudence. La grotte était notre mythe fondateur, notre monstre du Loch Ness local. On disait qu'elle vous testait, que si vous y entriez avec de mauvaises intentions, vous n'en ressortiriez jamais. D'autres, plus poétiques, prétendaient qu'elle ne vous volait rien, mais vous forçait à abandonner quelque chose, une illusion, un souvenir, une certitude. Les murmures, disait-on, n'étaient que l'écho de vos propres doutes, amplifiés 1000 fois par les parois froides et humides. Adolescent, j'avais bravé l'interdit avec mon meilleur ami, Marc. Nous n'avions pas dépassé les 50 premiers mètres. L'obscurité n'était pas seulement une absence de lumière. Elle semblait avoir une masse, un poids. Et le silence, ce n'était pas un silence vide, mais un silence plein, oppressant, qui semblait sur le point de se déchirer pour laisser place à quelque chose d'innommable. Nous avions détalé comme des lapins, le cœur battant, jurant à qui voulait l'entendre que nous avions entendu des chuchotements distincts, des phrases sans mots. C'était devenu une anecdote amusante, un souvenir de jeunesse que je racontais parfois lors de dîners en ville, à Paris, où j'avais construit ma vie d'adulte rationnel et cartésien. Un conte folklorique pour amuser mes amis citadins. Mais aujourd'hui, à 35 ans, je suis de retour à Val-d'Ombre. Non par choix, mais par nécessité. Mon grand-père, Jean, est décédé il y a 2 mois et je suis venu vider sa maison, cette vieille bâtisse en pierre où chaque objet semble imprégné de son odeur de tabac froid et de cire d'abeille. C'est en triant les papiers dans son bureau que je suis tombé dessus. Un carnet noir, à la couverture rigide et usée, caché au fond d'un tiroir rempli de médailles militaires et de vieilles factures. Ce n'était pas un journal intime, pas au sens classique. Les dates étaient rares et les entrées laconiques. Mais une page, cornée par le temps, a attiré mon attention. Elle était datée de juin 1978, l'année de ma naissance. Mon grand-père avait écrit, de son écriture penchée et nerveuse, « L'écho ne ment jamais. Il ne fait que répéter la vérité qu'on lui a confiée. J'y suis retourné aujourd'hui. Le silence pèse toujours autant. J'ai vérifié la cache. Tout est en ordre. La promesse est tenue. Mais pour combien de temps encore? Parfois, j'ai l'impression qu'elle m'appelle la murmurante. Pas pour me prendre, mais pour me rendre ce que j'y ai laissé. La murmurante. Mon cœur a raté un battement. Mon grand-père, l'homme le plus pragmatique que j'ai connu, un ancien ingénieur qui ne jurait que par la logique et les plans, parlait de la grotte comme d'une entité vivante. Une promesse, une cache. La curiosité, plus forte que la peur résiduelle de mon adolescence, a commencé à germer en moi. Et si la légende n'était pas qu'une simple superstition? Et si les murmures n'étaient pas le fruit de l'imagination, mais l'écho déformé d'un secret bien réel, un secret que mon propre grand-père avait gardé toute sa vie,
En continuant de feuilleter, je trouvai un croquis, un plan rudimentaire, dessiné sur une feuille de papier, calque jauni. Il ne représentait pas le village, ni un terrain. Il représentait l'intérieur d'une caverne. Une galerie principale, puis une bifurcation, et un petit symbole, une croix, près d'une paroi marquée d'une annotation, là où la pierre sonne creux. Soudain, le folklore de mon enfance venait de prendre une dimension tangible, personnelle. Ce n'était plus une histoire de village, c'était devenu l'histoire de ma famille. Le besoin de comprendre, de percer le mystère de mon grand-père était devenu une obsession. Je savais ce que je devais faire. Je devais y retourner, pas en adolescent terrifié, mais en homme, cherchant une vérité. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai cherché le numéro de Marc. Il n'avait jamais quitté Val-d'Ombre. « Allô, Marc? C'est Julien. Dis-moi, est-ce que tu te sens d'aller réveiller quelques fantômes? » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis un rire un peu nerveux. « Tu parles de la murmurante, n'est-ce pas? Je savais qu'en revenant ici, tu finirais par y repenser. Qu'est-ce que tu as trouvé, Julien? » Je lui ai parlé du carnet, du croquis. Son ton a changé, perdant sa légèreté. « Ton grand-père? Jean? Il n'a jamais parlé de ça. Jamais. Il disait toujours que c'était des histoires pour faire peur aux enfants. S'il y a quelque chose là-dedans, Julien, c'est peut-être mieux de laisser les choses comme elles sont. » Mais sa voix trahissait la même curiosité qui me dévorait. La grotte nous appelait à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas avec des murmures de peur, mais avec la promesse d'une réponse. Nous nous sommes donné rendez-vous pour le lendemain, à l'aube. L'aventure de notre enfance allait devenir l'enquête de notre vie d'adulte. Nous ne le savions pas encore, mais la grotte n'allait pas seulement nous révéler le secret de mon grand-père. Elle allait nous confronter au nôtre, car les échos, comme il l'avait écrit, ne mentent jamais. Ils ne font que répéter la vérité, et nous étions sur le point de découvrir quelle vérité nous avions à lui confier. La nuit fut longue, peuplée de rêves agités où des couloirs de pierre se déformaient et où des chuchotements indistincts se mêlaient à la voix de mon grand-père. Le mystère de la grotte était maintenant inextricablement lié à son souvenir, et je sentais que pour faire mon deuil, pour comprendre l'homme qu'il avait été, au-delà de l'image que j'en avais, je devais affronter ce lieu. La lecture du carnet de mon grand-père m'a tenu éveillé une bonne partie de la nuit. Chaque entrée, même la plus anodine, semblait désormais empreinte d'un double sens. Des phrases comme « Le poids du silence est plus lourd que celui des mots » ou « Certaines vérités doivent être enterrées pour protéger les vivants » prenaient une résonance particulière. C'était le journal d'un homme hanté, non pas par des fantômes, mais par un secret dont l'épicentre était cette cavité dans la colline. Mon grand-père n'était pas un homme porté sur la confession. Il était d'une génération où l'on gardait pour soi ses peines et ses fardeaux. Le voir s'épancher, même de manière aussi cryptique, dans ce carnet, me le rendait à la fois plus étranger et plus humain. Qui était cet homme qui, d'un côté, m'apprenait à résoudre des équations mathématiques et de l'autre, se rendait en pèlerinage dans un lieu de superstition? L'appel à Marc avait été un réflexe. Seul, je n'étais pas sûr d'avoir le courage d'y retourner. Marc, c'était l'ancre qui me reliait à ce village. Devenu charpentier, il avait les pieds sur terre, des mains larges et calleuses, et un bon sens paysan qui contrastait avec mon intellectualisme parisien. Pourtant, je savais qu'au fond de lui, le gamin qui avait détalé de la grotte il y a 20 ans était toujours là. Alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement? M'a-t-il demandé le lendemain matin, alors que nous chargions du matériel dans le coffre de son vieux 4x4. Sa voix était faussement désinvolte.
J'ai sorti le carnet et le croquis. Nous les avons étudiés à la lumière blafarde du petit matin, le capot de la voiture nous servant de table. Il parle d'une cache, lui ai-je expliqué. Et ce plan, il n'est pas détaillé, mais il montre une bifurcation qui n'est pas censée exister. Du moins, pas dans mon souvenir. Et cette croix, là où la pierre sonne creux, je pense qu'il y a un passage dissimulé. Marc a froncé les sourcils, traçant le dessin du bout de son doigt. La galerie principale, je m'en souviens. C'est là qu'on a fait demi-tour. Ça devient étroit très vite. Mais cette déviation, je n'ai jamais entendu parler de ça. Les anciens disaient que la grotte était un cul-de-sac. Une seule et unique veine dans la roche. Sa rationalité de bâtisseur se heurtait au mystère. Peut-être que ton grand-père a découvert quelque chose que personne d'autre ne connaissait. Ou peut-être qu'il l'a créé lui-même. C'était un ingénieur, après tout. Il savait comment fonctionnaient les choses. Cette idée ne m'avait pas effleuré. Mon grand-père aurait-il pu aménager la grotte? Cela semblait fou, mais pas impossible. Nous avons rassemblé notre équipement avec un sérieux quasi professionnel, comme pour conjurer la peur irrationnelle qui pointait. Des lampes frontales puissantes avec des batteries de rechange, un casque de chantier chacun, une corde de 20 mètres, une petite pioche, un marteau, de l'eau et une trousse de premiers secours. Nous ressemblions à des spéléologues du dimanche, mais chaque objet était un talisman contre l'obscurité et l'inconnu. Le trajet jusqu'au vieux chêne foudroyé s'est fait en silence. La campagne de Val-d'Ombre, si douce et familière d'habitude, me paraissait chargée d'une tension nouvelle. Les arbres semblaient nous observer, et le chant des oiseaux avait quelque chose d'un avertissement. Nous avons garé le 4x4 et continué à pied, en suivant le lit du ruisseau asséché, jonché de galets blancs et lisses. L'air se rafraîchissait à mesure que nous nous enfoncions dans le petit vallon boisé. Bientôt, nous sommes arrivés devant. L'entrée de la grotte. Elle était exactement comme dans mon souvenir. Une simple fissure sombre dans la paroi rocheuse, à moitié cachée par un rideau de lierre et de ronces. Rien de spectaculaire. Rien qui ne puisse laisser deviner la légende qui l'entourait. C'était une bouche discrète, presque humble, qui semblait exhaler un souffle froid et humide, sentant la pierre mouillée et la décomposition végétale. Toujours aussi accueillant, hein? A plaisanté Marc, mais sa voix manquait de conviction. Je me suis souvenu des mots de mon grand-père. Le silence pèse. C'était exactement ça. Le silence autour de nous n'était pas l'absence de bruit. Les oiseaux s'étaient tus. Le vent ne semblait plus s'engouffrer dans les feuilles. C'était comme si nous étions entrés dans une bulle d'isolement acoustique. Nous avons allumé nos lampes frontales. Les faisceaux blancs ont découpé des formes nettes dans la pénombre, chassant les ombres qui dansaient à la périphérie de notre vision. J'ai pris une profonde inspiration, l'air glacé brûlant mes poumons, et j'ai fait le premier pas. Marc m'a suivi de près, et le bruit de nos pas sur le sol terreux et caillouteux résonnait de manière assourdissante. L'entrée était étroite, nous obligeant à nous pencher. Puis, après quelques mètres, le plafond s'est élevé, ouvrant sur la première salle, celle que nous connaissions. Elle n'était pas immense, peut-être de la taille d'un grand salon. Les parois étaient lisses par endroits, sculptées par des millénaires d'infiltration d'eau, et rugueuses à d'autres, couvertes de concrétions naissantes. C'est ici que notre courage d'adolescent nous avait abandonnés. Mais aujourd'hui, armé du carnet de mon grand-père et d'un but précis, je me sentais différent. La peur était là, une boule froide dans mon estomac, mais elle était maîtrisée par la détermination. C'est là que ça commence, ai-je dit, ma voix sonnant étrangement plate et sans écho dans l'acoustique particulière du lieu. Marc a hoché la tête,
son regard balayant les murs, comme s'il s'attendait à voir une inscription, un signe. Le croquis indique qu'il faut suivre la galerie principale sur environ 100 mètres. La bifurcation devrait être sur la gauche. Nous avons commencé à avancer, lentement, nos faisceaux lumineux dansant devant nous. Le sol devenait de plus en plus inégal, et des flaques d'eau croupies reflétaient nos lumières comme des yeux sombres. Et puis, nous avons commencé à l'entendre. Ce n'était pas un murmure, pas encore. C'était plus subtil, le bruit de l'eau qui s'égouttait de la voûte. Chaque goutte produisait un son cristallin, mais l'intervalle entre chaque plique était irrégulier, créant une sorte de rythme chaotique. Et parfois, l'écho de cette goutte semblait se prolonger, se transformer en un sifflement ténu, presque inaudible. « Tu entends ça ?» a chuchoté Marc. J'ai acquiescé, sans oser parler. C'était le début. La grotte commençait à jouer avec nos sens. Je me suis concentré sur le plan, sur la mission. Ne pas se laisser distraire, ne pas laisser l'imagination prendre le dessus. Mais c'était difficile. Chaque ombre semblait cacher un mouvement. Chaque courant d'air froid semblait être un souffle. La murmurante nous accueillait à sa manière. Nous progressions dans la galerie principale, un boyau de pierre qui s'étirait devant nous dans l'obscurité la plus totale, seulement brisé par les cônes de nos lampes. L'acoustique était de plus en plus déroutante. Nos propres pas, le frottement de nos vêtements contre la roche, notre respiration, tout semblait amplifié, déformé. Parfois, le son revenait vers nous avec un léger retard, comme si un double invisible nous suivait à quelques mètres. C'était profondément déstabilisant. Marc, habituellement si volubile, était devenu silencieux, concentré sur chacun de ses mouvements. Je sentais sa tension. Moi, je me forçais à rester analytique, à me souvenir des cours de physique. C'est juste un phénomène de réverbération complexe, me répétais-je. Les parois irrégulières, l'humidité, la forme du tunnel, tout cela crée des interférences acoustiques. Mais la partie primitive de mon cerveau, celle qui a peur du noir, n'était pas convaincue par ces explications rationnelles. Après ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré qu'une dizaine de minutes, j'ai vérifié le podomètre de ma montre. Nous avions parcouru un peu plus de 100 mètres. Selon le croquis de mon grand-père, la bifurcation devait se trouver quelque part par ici, sur notre gauche. Nous nous sommes arrêtés. Le mur de gauche était une paroi de calcaire lisse et humide, sans la moindre anfractuosité visible. « Il n'y a rien », a constaté Marc, sa voix trahissant une pointe de déception, mais aussi de soulagement. « C'est impossible. Le croquis est précis sur ce point, » ai-je répondu, en passant la main sur la pierre froide et glissante. J'ai sorti à nouveau le plan et le carnet. Là où la pierre sonne creux, ai-je lu à voix haute. J'ai rangé les papiers et j'ai sorti le petit marteau de mon sac. Sous le regard perplexe de Marc, j'ai commencé à frapper doucement la paroi, à intervalles réguliers. Toc, toc, toc. Le son était mat, plein, le son de la roche massive. J'ai avancé d'1 mètre et j'ai recommencé. Toc, toc, toc. Pareil. Pendant plusieurs minutes, le seul bruit fut celui de mes coups de marteau méthodiques, un son sec qui se perdait étrangement vite dans le silence pesant. J'allais abandonner, commençant à douter de mon interprétation, de la santé mentale de mon grand-père, de la mienne. Et puis, soudain, toc, toc, toc. Le dernier son était différent, plus clair, plus haut, avec une légère résonance, comme si je frappais sur une cloison plutôt que sur un mur porteur. J'ai échangé un regard avec Marc. Ses yeux brillaient d'excitation dans la lueur de sa frontale.
J'ai frappé à nouveau, au même endroit. Toc. Indubitablement. Ça sonnait creux. « Tu te rends compte ?» a soufflé Marc. Personne n'a jamais su ça. Tout le monde a toujours pensé que c'était un simple tunnel. La paroi, à cet endroit précis, semblait identique au reste. Pas de fissure, pas de jointure visible. C'était un travail de dissimulation parfait. Mais comment l'ouvrir? Il n'y avait ni poignée, ni mécanisme apparent. J'ai examiné la surface de plus près, la caressant du plat de la main. J'ai senti une très légère dépression, presque imperceptible, à la hauteur de mon épaule. En y regardant de plus près, j'ai vu une minuscule aspérité, pas plus grosse qu'un ongle, qui semblait légèrement différente du reste de la roche. C'était peut-être une incrustation, ou une couleur légèrement plus sombre. Poussé par une intuition, j'ai appuyé dessus avec mon pouce. Rien ne s'est passé. J'ai appuyé plus fort. Toujours rien. Marc s'est approché. « Laisse-moi essayer. » Il a posé son pouce massif sur le même point et a poussé de toutes ses forces. On a entendu un grincement sourd, le bruit de la pierre qui frotte contre la pierre. Puis, une fine fissure verticale est apparue dans l'obscurité, laissant échapper un courant d'air encore plus froid, chargé d'une odeur de poussière et de renfermé. Une odeur de temps arrêté. Ensemble, nous avons poussé. C'était incroyablement lourd. Ce n'était pas une porte, mais un bloc de pierre pivotant sur un axe dissimulé. Un mécanisme ingénieux et archaïque. L'ouverture était juste assez grande pour qu'un homme puisse se faufiler de côté. Derrière, ce n'était pas une autre galerie, mais un escalier. Des marches grossièrement taillées dans la roche, qui descendaient en spirale dans les entrailles de la terre. C'était une découverte stupéfiante. Non seulement mon grand-père connaissait ce passage, mais il était évident que ce n'était pas une formation naturelle. Quelqu'un avait construit ça. Quand? Pourquoi? Le secret de la grotte était bien plus profond et plus ancien que je ne l'avais imaginé. La peur avait maintenant laissé place à une fascination presque vertigineuse. Nous étions sur le point de pénétrer dans un lieu qui avait été scellé, oublié de tous. Qui sait depuis combien de temps personne n'avait respiré cet air? « On y va ?» ai-je demandé, ma voix étant à peine un murmure. Marc a simplement hoché la tête, son visage grave et déterminé. J'ai passé la tête dans l'ouverture. L'escalier était abrupt et glissant. Je ne voyais pas le fond. J'ai commencé la descente, à reculons, en me tenant fermement aux parois. Marc me suivait. Chaque marche semblait nous enfoncer un peu plus loin du monde connu. L'acoustique a de nouveau changé. Le son était maintenant étouffé, comme si nous étions enveloppés dans du coton. Les murmures de la galerie principale avaient disparu, remplacés par un silence total, absolu. Un silence si profond qu'il en était assourdissant. Je pouvais entendre le battement de mon propre sang dans mes oreilles. Après une vingtaine de marches, nos pieds ont touché un sol plat. Nous étions dans une nouvelle chambre, plus petite que la première, de forme presque parfaitement circulaire. Le plafond était bas et les murs étaient étonnamment secs. C'est là que nous l'avons vu. Au centre de la pièce, posé sur une sorte de socle naturel en pierre, il y avait un coffre. Un vieux coffre en bois, cerclé de fer rouillé. Il n'était pas grand, peut-être de la taille d'une valise, mais il dégageait une aura de solennité, de patience. Il était là, à nous attendre. Le cœur de l'énigme, la cache de mon grand-père. Nous sommes restés immobiles pendant un long moment, à le contempler, presque intimidés. Le but de notre quête était là, à portée de main.
Mais une nouvelle question, plus angoissante encore, a surgi dans mon esprit. Que contenait-il? Et est-ce que nous voulions vraiment le savoir? Le secret, une fois révélé, ne pourrait plus jamais être enterré. Le coffre reposait au centre de la chambre circulaire, silencieux et impassible. Il semblait absorber la lumière de nos lampes, son bois sombre et son fer rouillé refusant de briller. Il était à la fois l'objet de notre quête et la source d'une nouvelle appréhension. L'excitation de la découverte était maintenant teintée d'une sorte de gravité, de respect pour ce lieu et le secret qu'il gardait. Marc a fait le tour du coffre, l'examinant sous tous les angles. Il est vieux, très vieux. Le bois, c'est du chêne. Et le fer, ce n'est pas un travail moderne. Regarde les rivets. Ils sont martelés à la main. Son expertise de charpentier donnait un poids tangible à l'histoire qui se déroulait sous nos yeux. Il a tenté de soulever le couvercle. Il n'a pas bougé d'1 millimètre. Un gros cadenas corrodé par l'humidité maintenait le coffre scellé. La rouille avait soudé le mécanisme, le transformant en un bloc de métal informe. « On ne l'ouvrira pas comme ça », a-t-il constaté. « Il faut le forcer. » J'ai sorti la petite pioche et le marteau de mon sac. C'était un moment étrange. Nous allions commettre une effraction, violer un secret qui avait été protégé pendant des décennies, peut-être plus. J'ai hésité. « Tu es sûr? » « Julien, on n'est pas venu jusqu'ici pour faire demi-tour. Ton grand-père voulait que tu trouves ça. Le carnet, le plan. C'était une invitation. Il voulait que la vérité soit connue. Du moins, c'est ce que je pense. Il avait raison. Reculer maintenant aurait été une trahison envers mon grand-père et envers notre propre curiosité. J'ai positionné la pointe de la pioche contre l'anse du cadenas et j'ai tendu le marteau à Marc. « Vas-y, frappe fort. » Le premier coup a résonné dans la petite chambre avec une violence inouïe. Le métal a crié, mais a tenu bon. Marc a frappé encore, et encore. La sueur perlait sur son front. Chaque coup était une profanation, mais aussi un pas de plus vers la vérité. Finalement, après une dizaine de frappes puissantes, l'anse du cadenas a cédé dans un bruit sec et métallique. Le silence qui a suivi était encore plus lourd qu'avant. Nous nous sommes regardés. C'était fait. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Avec une précaution presque religieuse, nous avons soulevé le lourd couvercle en chêne. Il a grincé sur ses gonds rouillés, un son plaintif qui semblait protester contre cette intrusion. Une odeur s'est échappée du coffre. Pas une odeur de moisi ou de renfermé, comme je m'y attendais, mais une odeur faible et sèche de papier jauni, de cuir séché et quelque chose d'autre, d'indéfinissable et de légèrement floral, comme des fleurs séchées. Nos lampes ont éclairé l'intérieur. Il n'y avait ni or, ni bijoux, ni aucune sorte de trésor matériel. Le coffre était rempli de documents, de lettres soigneusement liées par des rubans décolorés, de quelques livres à la reliure de cuir et de quelques objets personnels. Sur le dessus, il y avait un portefeuille en cuir, un porte-plume et une petite boîte en fer blanc. J'ai sorti le portefeuille avec des mains tremblantes. Le cuir était rigide et craquelé par le temps. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait quelques billets de banque d'avant-guerre, rendus obsolètes par l'histoire, et une carte d'identité. La photo en noir et blanc montrait le visage d'un jeune homme au regard intense et sérieux. Il ne pouvait pas avoir plus de 25 ans. Le nom sur la carte n'était pas celui de mon grand-père. C'était un nom que je n'avais jamais entendu. Lucien Vernier. « Ce n'est pas ton grand-père », a dit Marc, confirmant l'évidence. « Non,
Ce n'était pas lui. Alors, qui était cet homme? Et quel était son lien avec Jean, mon grand-père? J'ai ensuite pris la petite boîte en fer-blanc. Elle était légère. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, sur un lit de coton jauni, il y avait une mèche de cheveux blonds, attachée par un petit fil de soie. C'était un objet d'une intimité poignante, un fragment de vie conservé précieusement dans les entrailles de la terre. Mais le plus important étaient les paquets de lettres et un journal, un carnet similaire à celui de mon grand-père, mais dont la couverture était en cuir souple. J'ai délicatement dénoué le ruban du premier paquet de lettres. L'encre avait pâli, mais l'écriture était lisible, fine et élégante. C'étaient des lettres d'amour. « Mon cher Lucien », commençait la première, « chaque jour sans toi est une éternité. J'attends avec impatience le moment où nous pourrons nous retrouver, loin de cette folie. » Elles étaient signées d'un simple prénom, Hélène. En lisant quelques passages au hasard, nous avons commencé à reconstituer les pièces du puzzle. Lucien Vernier était un résistant. La date sur les lettres, 1943-1944, ne laissait aucun doute. Il se cachait ici, dans cette grotte, que son réseau utilisait comme point de chute et dépôt de matériel. Hélène était sa fiancée, qui vivait dans un village voisin. Leurs lettres étaient leur seul lien, leur seule promesse d'un avenir meilleur dans un monde en guerre. Puis j'ai ouvert le journal de Lucien. Les premières pages décrivaient l'aménagement de la cache, le mécanisme de la porte pivotante, les longues heures passées dans le silence et l'obscurité, l'attente, la peur. Il décrivait aussi ses rares sorties nocturnes pour récupérer des messages ou du ravitaillement. Et il parlait d'un jeune homme du village, un adolescent à l'époque, qui l'aidait. Un jeune homme courageux et digne de confiance, qui lui apportait de la nourriture et des nouvelles du monde extérieur. Un jeune homme nommé Jean, mon grand-père. Mon cœur s'est serré. L'image que j'avais de lui, l'ingénieur pragmatique, le patriarche tranquille de la famille, s'est effacée pour laisser place à celle d'un adolescent de 16 ou 17 ans, risquant sa vie pour aider un résistant caché dans une grotte. Le secret qu'il gardait n'était pas le sien. C'était celui de Lucien. La promesse qu'il avait faite était de protéger ce lieu, cette histoire. La dernière entrée du journal de Lucien était datée de février 1944. L'écriture était fébrile, presque illisible par endroits. La fièvre ne me quitte plus. La blessure à ma jambe s'est infectée. Jean n'est pas venu depuis 3 jours. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Le silence, ici, est devenu un ennemi. J'entends des voix, les murmures de ma propre faim. Hélène, mon amour, je ne crois pas que je te reverrai. Je laisse ce coffre à Jean. Il saura quoi en faire. Il faut que quelqu'un se souvienne, pas du héros, mais de l'homme, de notre amour. Il n'y avait pas d'autre entrée. Lucien Vernier est mort ici, seul, dans le froid et l'obscurité. Les murmures de la grotte, la légende qui terrifiait les enfants de Val d'Ombre, n'étaient que l'écho tragique de l'agonie d'un homme dont la mort solitaire avait imprégné les lieux, transformant son histoire en un conte de fantômes. Marc et moi sommes restés silencieux, submergés par l'émotion. La découverte était bien plus grande, bien plus tragique que tout ce que nous aurions pu imaginer. Nous n'avions pas trouvé un trésor, mais une tombe. Une histoire d'amour, de courage et de sacrifice, oubliée de tous, sauf d'un seul homme. Mon grand-père, qui avait porté ce fardeau toute sa vie. La grotte n'était pas hantée, elle était habitée par un souvenir. La vérité, une fois mise au jour,
était d'une simplicité et d'une tristesse accablante. Il n'y avait pas de malédiction, pas de phénomène paranormal, juste une histoire humaine, une tragédie de la guerre qui avait infusé la géologie locale pour devenir un mythe. Nous étions assis sur le sol froid de la crypte improvisée, les lettres et le journal de Lucien étalés entre nous. Les faisceaux de nos lampes créaient une atmosphère intime et solennelle, comme une veillée funèbre avec 70 ans de retard. Marc, qui d'habitude ne tenait pas en place, était immobile, le regard perdu dans le vide. « Ton grand-père » a-t-il finalement murmuré. Il a dû vivre avec ça toute sa vie. Savoir que Lucien était mort ici, si près, ne pas avoir pu l'aider à la fin. Je repensais à la dernière entrée du journal de Lucien. « Jean n'est pas venu depuis 3 jours. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. » Qu'était-il arrivé? Pourquoi mon grand-père, alors adolescent, n'avait-il pas pu venir? Je me suis souvenu d'une histoire qu'il me racontait parfois, une anecdote qu'il présentait comme une bêtise de jeunesse. En février 1944, il avait eu un grave accident. En braconnant, disait-il, il était tombé d'un arbre et s'était cassé la jambe. Une fracture ouverte qui l'avait cloué au lit pendant des semaines, entre la vie et la mort. Ce n'était pas une bêtise de jeunesse. C'était probablement en se rendant à la grotte, de nuit, pour ravitailler Lucien, qu'il avait eu son accident. Il n'avait pas abandonné Lucien. Il avait été physiquement incapable de le rejoindre. Et quand il avait pu enfin se remettre sur pied, il était trop tard. La culpabilité. C'était donc ça, le fardeau que mon grand-père avait porté. La culpabilité du survivant. La culpabilité de n'avoir pas pu tenir sa promesse jusqu'au bout. Le secret de la grotte n'était pas seulement celui de la mort de Lucien, mais aussi celui de la blessure la plus profonde de mon grand-père. Ses visites régulières ici, comme il l'écrivait dans son carnet, n'étaient pas pour s'assurer que la cache était en sécurité. C'étaient des pèlerinages, une façon de rendre hommage à l'ami qu'il n'avait pas pu sauver, de dialoguer avec son fantôme, avec sa propre jeunesse sacrifiée. Les murmures qu'il entendait n'étaient pas ceux de Lucien, mais les échos de sa propre conscience. J'ai compris alors la signification de son carnet, de ce plan laissé à mon intention. Ce n'était pas seulement une invitation à découvrir une histoire, c'était une confession. Une manière, après sa mort, de me transmettre ce fardeau, non pas pour que je le porte à mon tour, mais pour que je le libère, pour que la vérité soit enfin dite et que le souvenir de Lucien Vernier soit honoré. Nous devons tout remonter, ai-je dit, ma voix brisée par l'émotion. Chaque lettre, chaque objet. Nous ne pouvons pas laisser ça ici. Marc a acquiescé. Et le corps, il doit être quelque part. Le journal de Lucien ne mentionnait pas où il comptait. S'éteindre. Mais une phrase m'est revenue en mémoire, une des premières entrées. J'ai trouvé un recoin, plus profond encore, un boyau étroit où l'air ne passe presque pas. Si le pire arrive, c'est là que je reposerai, pour ne pas souiller notre cache. Notre cache. Même dans la mort, ils protégeaient leur sanctuaire commun. Nous avons fouillé la petite chambre. Derrière un pan de roche qui semblait naturel, nous avons découvert une fissure, à peine assez large pour qu'un homme s'y glisse. En éclairant l'intérieur, nous avons vu des ossements, les restes de Lucien Vernier, là où il avait choisi de mourir. Nous n'avons pas touché. C'était une sépulture, un lieu sacré qui devait être traité avec le plus grand respect par les autorités compétentes. Notre mission ici était terminée. Nous avons soigneusement remballé chaque document, chaque objet dans le coffre, le portefeuille, la boîte en fer blanc avec la mèche de cheveux,
les lettres d'Hélène, le journal de Lucien. Nous avons refermé le lourd couvercle. Le grincement des gonds, cette fois, sonnait moins comme une protestation que comme un soupir de soulagement. Le coffre était lourd, non seulement par son poids physique, mais par le poids de l'histoire qu'il contenait. Le remonter par l'escalier en colimaçon fut une épreuve. Nous peignions, nos souffles courts, résonnant dans le silence. Chaque marche vers le haut était un pas de plus vers la lumière, vers le présent. Une fois revenus dans la galerie principale, nous avons refermé le bloc de pierre pivotant. Le mécanisme s'est enclenché avec un clac sourd, scellant de nouveau la chambre secrète. Mais cette fois, elle n'était plus une cache. C'était un tombeau identifié. Le chemin du retour dans la galerie principale était étrangement différent. Les échos et les bruits de gouttes d'eau ne me semblaient plus menaçants. Ils étaient devenus ce qu'ils étaient réellement. Des phénomènes naturels, vides de toute intention. La connaissance avait désenchanté la grotte, lui ôtant son pouvoir de terreur. Mais elle ne l'avait pas rendue banale. Au contraire, elle était maintenant empreinte d'une solennité, d'une dignité nouvelle. La légende des murmures était morte, remplacée par le silence respectueux dû à un lieu de mémoire. Quand nous avons enfin aperçu la lumière du jour à l'entrée de la grotte, un disque pâle et laiteux au bout du tunnel, j'ai ressenti un soulagement immense. Émerger de l'obscurité était comme une renaissance. L'air frais de la forêt n'avait jamais semblé si pur, les couleurs de la nature si vives. Nous avons déposé le coffre sur un tapis de mousse et nous nous sommes assis à côté, épuisés, sales, mais étrangement en paix. Le soleil filtrait à travers les feuilles, dessinant des taches de lumière sur le bois ancien. Le mystère de la grotte murmurante était résolu. Mais une nouvelle question se posait, tout aussi importante. Qu'allions-nous faire de cette vérité? La révéler au grand jour? Contacter les autorités, la mairie, les associations d'anciens combattants? Ou respecter le silence que mon grand-père avait gardé pendant 70 ans? Le carnet de mon grand-père ne donnait aucune instruction. Il me laissait, à moi, le soin de décider. La responsabilité était désormais la mienne. Il ne s'agissait plus seulement de l'histoire de Lucien ou de mon grand-père. Il s'agissait de la mémoire collective du village, de la manière dont les histoires se forment, se transmettent et se transforment. La légende de la grotte faisait partie de l'identité de Val d'Ombre. En révélant la vérité, nous allions la détruire. Mais en gardant le silence, nous condamnions Lucien Vernier à rester un fantôme et nous trahissions le dernier vœu de mon grand-père, que la vérité soit enfin libérée. Je regardais Marc, il semblait lire dans mes pensées. Ce n'est plus notre secret, Julien. Il n'a jamais été le nôtre. Il appartient à l'histoire. Il avait raison. Nous avions été les messagers. Notre rôle s'arrêtait là. La suite appartenait à d'autres. De retour à la maison de mon grand-père, le coffre posé sur la grande table en chêne de la salle à manger, nous avons pris notre décision. Le lendemain matin, j'ai appelé la gendarmerie locale, puis la mairie. J'ai expliqué la situation de la manière la plus factuelle possible. La découverte d'un carnet appartenant à mon grand-père, qui nous a menés à une cache dans une grotte non répertoriée, contenant les restes présumés d'un individu et des documents datant de la Seconde Guerre mondiale. J'ai omis volontairement la légende de la grotte murmurante. Je voulais que les faits parlent d'eux-mêmes, sans être pollués par le folklore. L'effet, ça a été immédiat. Ce qui était une affaire personnelle est devenu une affaire officielle. En quelques heures, la vieille maison de mon grand-père, d'habitude si calme,
s'est transformé en un quartier général improvisé. Il y avait les gendarmes, bien sûr, mais aussi un représentant de la préfecture, une historienne contactée par la mairie et le maire de Val-d'Ombre en personne, un homme que je connaissais depuis mon enfance. Le coffre et son contenu ont été traités avec un soin infini, photographiés, répertoriés. Chaque lettre d'Hélène, chaque page du journal de Lucien est devenue une pièce à conviction, un artefact historique. J'ai dû raconter notre expédition dans les moindres détails, montrer le croquis de mon grand-père, expliquer le mécanisme de la porte dissimulée. En racontant notre histoire, je réalisais à quel point elle semblait incroyable. Mais les preuves étaient là, posées sur la table. L'historienne, une femme d'une 50aine d'années au regard vif et passionné, était fascinée. Elle a passé des heures à déchiffrer les documents, recoupant les informations avec les archives départementales. Lucien Vernier était bien connu de leur service. Il faisait partie d'un réseau de résistance locale et était porté disparu en février 1944. On avait toujours pensé qu'il avait été arrêté lors d'une mission et déporté. Personne n'avait jamais imaginé qu'il était mort si près de chez lui. L'histoire de mon grand-père, Jean, a également été mise en lumière. Son accident, sa longue convalescence, tout correspondait. Il a été reconnu, à titre posthume, comme un agent de liaison du réseau. L'adolescent qui se sentait coupable était, en réalité, un héros silencieux. La nouvelle s'est répandue dans le village comme une traînée de poudre. La grotte murmurante, notre mythe d'enfance, a été rebaptisée la grotte de Lucien. Le lieu a été sécurisé, fermé au public le temps que les experts en investigation criminelle et les archéologues fassent leur travail. Les restes de Lucien ont été exhumés avec une dignité et un respect qui m'ont profondément ému. La vérité a eu un effet étrange sur les habitants de Val-d'Ombre. Certains anciens, ceux qui avaient connu la guerre, se sont tus, comme si ces révélations réveillaient des souvenirs douloureux qu'ils préféraient garder enfouis. D'autres ont commencé à parler, à partager des bribes de souvenirs, des histoires entendues de leurs parents. La mémoire collective du village se reconfigurait autour de ce nouveau récit. La légende effrayante a laissé place à une histoire de courage et de tragédie. Le fantôme anonyme avait maintenant un nom, un visage, une histoire. Il n'était plus une menace, mais un martyr. Des recherches ont été entreprises pour retrouver la famille de Lucien Vernier et d'Hélène. On a découvert qu'Hélène avait survécu à la guerre. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a attendu Lucien toute sa vie, sans jamais savoir ce qui lui était arrivé. Elle était décédée dans les années 90. Mais on a retrouvé une petite nièce, une vieille dame, vivant en Bretagne, qui se souvenait de sa grand-tante Hélène parlant de son fiancé perdu. Elle est venue à Val-d'Ombre et je lui ai remis personnellement la petite boîte en fer blanc contenant la mèche de cheveux blonds. Ce fut un moment d'une émotion intense, un pont jeté par-dessus les décennies de silence. Quelques mois plus tard, une cérémonie officielle a eu lieu. Lucien Vernier a été inhumé dans le petit cimetière du village avec les honneurs militaires. Son nom a été ajouté sur le monument aux morts. Le nom de mon grand-père a également été mentionné, son rôle enfin reconnu. J'étais là, avec Marc, au milieu de la foule. En regardant les visages des habitants, j'ai vu que quelque chose avait changé. Le village avait fait la paix avec ses fantômes. La grotte, elle, est restée fermée. Elle est devenue un site historique protégé. On parle d'y aménager un jour un petit mémorial à l'entrée. Mais pour moi, et pour Marc, elle restera toujours ce lieu ambivalent, à la fois terrifiant et sacré, où nous avons confronté nos peurs d'enfants,
pour y découvrir une vérité d'adulte. J'ai fini de vider la maison de mon grand-père. En partant, j'ai jeté un dernier regard à la colline où se cachait la grotte. Je ne ressentais plus aucune peur, aucune appréhension, juste une profonde gratitude. Mon grand-père, en me laissant ce secret en héritage, m'avait fait le plus beau des cadeaux. Il ne m'avait pas seulement révélé une histoire cachée, il m'avait permis de le comprendre vraiment, de mesurer la profondeur de sa loyauté et le poids du silence qu'il avait porté. Il m'avait montré que les histoires les plus importantes ne sont pas toujours celles qui sont écrites dans les livres, mais celles qui sont gravées dans la pierre et dans le cœur des hommes. L'histoire est terminée. Le secret est révélé. Mais chaque fois que je reviens à Val-d'Ombre et que je vois un groupe d'enfants parler à voix basse en regardant vers la colline, je souris. La légende de la grotte murmurante est peut-être morte, mais le pouvoir des lieux, lui, est éternel. Et je sais que même si elle figure désormais sur quelques cartes officielles, pour les habitants de Val-d'Ombre, elle restera toujours, d'une certaine manière, la grotte qui ne figure sur aucune carte, mais que tout le monde connaît. Son emplacement n'est plus un secret géographique, mais un repère moral, un souvenir collectif. Elle nous a appris qu'il faut parfois oser écouter les murmures du passé pour comprendre le silence du présent. Et cette leçon, je la porterai en moi pour le reste de ma vie, comme le plus précieux des héritages. L'aventure nous a changés, Marc et moi. Notre amitié, forgée dans l'insouciance de l'enfance et mise à l'épreuve dans les ténèbres de la grotte, en est sortie renforcée, plus profonde. Nous partageons un secret qui n'en est plus un, mais qui reste notre lien indéfectible. Nous sommes les derniers à avoir connu la grotte en tant que mythe et les premiers à l'avoir comprise en tant qu'histoire.